Ougadel 24 News, il est 19h. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Tout de suite les titres. À la une ce soir, 224e jour de génocide sioniste sur la bande de Gaza. Le bilan s'est alourdi ce dimanche à 44 429 martyrs et 105 250 blessés. Trêve au Liban, un semblant d'accalmie règne sur la capitale Beyrouth alors que les Libanais espèrent un retour définitif à la normale. Coup d'envoi des travaux de la 11e session du séminaire de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique ce dimanche. Nous retrouverons en direct notre envoyé spécial à Oran. Et dans une allocution lue en son nom par son ministre des Affaires étrangères, le président Abdelmajid Tebboune renouvelle l'engagement ferme de l'Algérie à soutenir les efforts visant à unir la voix de l'Afrique dans la défense des intérêts et des aspirations du continent. Enfin, tombée de rideau de la 48e session de conférence de Le Coco, la position de principe de l'Algérie en soutien à la lutte sahraoui saluée. Les participants dénoncent la violation du droit international par la France, l'Espagne et les États-Unis. Bonsoir à tous. Le cauchemar ne semble pas s'arrêter à Gaza. Au moins 7 Palestiniens, dont 2 enfants, sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés ce dimanche dans des bombardements des avions de combat des forces d'occupation sionistes sur le centre et le sud de la bande de Gaza. Les camps de déplacés étant les plus souvent ciblés ces derniers jours par l'occupant. Et le camp de Nusayrat pris pour cible une énième fois ce dimanche par les bombardements des forces sionistes. 7 nouveaux martyrs et des dizaines de blessés sont à déplorer, dont des femmes et des enfants. Et c'est un massacre de masse. Plus de 40 Palestiniens, hommes, femmes et enfants, sont tombés en martyrs dans un bombardement des forces d'occupation sionistes contre une maison du camp de Jabalia, au nord de la bande de Gaza, théâtre d'un génocide et d'un nettoyage ethnique depuis le 5 octobre dernier. Ce bilan pourrait être revu à la hausse dans les prochaines heures, alors que la défense civile palestinienne continue de déblayer les décombres à la recherche des corps des victimes. Et les corps sans vie de 2 enfants et de 4 hommes tombés en martyrs à Al-Mawassi et à Rafah ont été transférés ce dimanche à l'hôpital de Khan Younes afin d'être plus tard enterrés. L'occasion pour leurs proches de leur faire leurs adieux et de leur rendre un dernier hommage. Gaza, où les voix qui portent la vérité sont étouffées. Le nombre de journalistes palestiniens tombés en martyrs est malheureusement passé ce dimanche à 191 depuis le début de l'agression génocidaire sioniste, selon de nouveaux chiffres annoncés par le bureau des médias de l'enclave assiégée. « 415 000, c'est le nombre de Palestiniens déplacés qui se sont réfugiés dans les établissements scolaires de l'UNRWA. Un nombre qui, selon l'agence onusienne, ne fait qu'augmenter en raison de l'intensification des agressions sionistes. Pour rappel, depuis octobre 2023, une dizaine d'écoles de l'UNRWA ont été ciblées par les bombardements de l'artillerie sioniste. Et
Les forces d'occupation sunnistes poursuivent leur raid d'agression en Cisjordanie occupée. Rien qu'Al-Quds occupé, l'on dénombre plus de 80 Palestiniens tombés en martyrs et 280 blessés depuis octobre 2023. S'ajoute à cela 450 Palestiniens, dont des femmes et des enfants, capturés et emprisonnés dans les geôles sionistes. Justement, les campagnes arbitraires d'arrestation se poursuivent en Cisjordanie occupée. Ce dimanche, 15 Palestiniens, dont un enfant, ont été capturés par les forces d'occupation. Les arrestations se sont concentrées dans les gouvernorats de Naplouse, Ramallah, Al-Khalil, Toul-Karam et Jenin, portant à plus de 11 800 le nombre de Palestiniens détenus dans les geôles sionistes. Et 4 autres Palestiniens ont été violemment arrêtés ce dimanche par les forces d'occupation sionistes dans le gouvernorat de Salfit, au centre de la Cisjordanie occupée, selon un nouveau communiqué du club des prisonniers palestiniens. Ils étaient des dizaines de colons sionistes à avoir pris une nouvelle fois d'assaut ce dimanche l'esplanade de la mosquée Al-Aqsa dans la ville occupée d'Al-Quds, sous la haute protection bien sûr de la police d'occupation sioniste. Les colons qui se sont introduits par groupes successifs ont mené des marches provocatrices dans les cours de la mosquée et effectué des rituels talmudiques. La fièvre de solidarité avec la Palestine est loin de s'estomper. Partout dans le monde, des centaines de milliers de personnes ont marché ensemble pour demander un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Ce dimanche, ils étaient nombreux à battre le pavé à Amsterdam, aux Pays-Bas, en soutien aux Palestiniens de Gaza qui subissent un enfer depuis octobre 2023. De la fumée s'est élevée au-dessus du sud du Liban ce dimanche matin en signe de violation continue de l'accord de cessez-le-feu de la part des forces d'occupation sionistes, alors que de nombreux Libanais ont regagné leur maison dans la région. Je vous le disais en titre, un semblant d'accalmie règne sur Beyrouth et la vie reprend petit à petit son cours depuis le début de l'accord de cessez-le-feu, le début de la trêve. Les habitants de la capitale espèrent de leur côté un retour définitif à la normale. En tant que Libanais, comme tout le monde, j'attendais, vous savez, parce que tout est inhabituel. Si vous aviez de l'argent supplémentaire, vous deviez le dépenser pour le loyer. Maintenant, la situation a changé. Maintenant, c'est normal, tout redeviendra à la normale si Dieu le veut. Je suis retourné chez moi, j'ai été déplacé, je suis rentré chez moi grâce à Dieu. Et nous sommes retournés à notre vie normale et chacun d'entre nous retourne à sa vie normale parce que la guerre est finie grâce à Dieu. Les gens sont retournés à leur vie normale. Donc je crois, si Dieu le veut, l'avenir sera meilleur. Je souhaite le meilleur au pays du repos et si Dieu le veut, le Liban reviendra meilleur qu'il ne l'était, comme Sayyid Hassan Nasrallah nous l'a promis. Si Dieu le veut, il reviendra meilleur qu'avant et sera reconstruit mieux qu'il ne l'était. On fait le tour de l'actualité africaine juste après ce jingle. Les
Les travaux de la 11e session du séminaire de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique ont été ouverts ce dimanche à Oran. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, qui a lu à l'occasion un message du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Cette 11e session portera donc sur plusieurs thèmes stratégiques d'une grande importance, notamment le renforcement de la coordination entre le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine et les 3 membres africains du Conseil de sécurité. La lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent fait également partie des sujets au menu de ce séminaire. وإحقاق الحقوق ونصرة المستضعفين أينما كانوا. Et dans un message adressé aux participants de cette 11e session, lu en son nom par Ahmed Attaf, le président Abdelmadjid Tebboune a renouvelé l'engagement ferme de l'Algérie à soutenir les efforts visant à unir la voix de l'Afrique dans la défense des intérêts et des aspirations du continent. والقيم والمثل التي كرسها الميثاق من على أرض الجزائر التي طالما احتضنت. De la terre d'Algérie qui a toujours embrassé les enjeux du continent africain, je vous salue avec les salutations les plus amicales. Et je vous accueille comme un frère accueille ses frères, l'accueil d'un hôte qui est honoré de vous recevoir dans votre 2e pays et à Al-Bahia, à Oran, que vous avez choisi comme siège permanent de ce colloque. Vous en avez fait la capitale de l'action africaine commune. Je vous souhaite la bienvenue à cet événement qui ne représente pas seulement une rencontre, mais porte plutôt la symbolique de l'engagement. C'est un signe d'unité et un message au monde entier que l'Afrique est déterminée, l'Afrique est unie, l'Afrique capable de faire entendre une seule voix forte, retentissante et influente au niveau de la plus haute autorité du système international. Aujourd'hui, cette organisation a cruellement besoin d'une voix de sagesse, de justice et d'engagement. Elle souffre d'une paralysie quasi totale qui reflète la réalité de crise des relations internationales. يعكس الواقع المتأزم للعلاقات الدولية. Abdelmadjid Tebboune a par ailleurs mis en garde contre ce qu'il appelle des ombres sombres qui affectent la stabilité et la sécurité du monde au vu des conséquences désastreuses de la politique de polarisation entre les grandes puissances. إن العالم يعيش اليوم على Le monde connaît aujourd'hui de profondes transformations et des tensions croissantes qui poussent le système et la communauté internationale à se retrouver à la croisée des chemins. Comment ne pas, alors que nous vivons les terribles répercussions de la politique de Polisario entre les grandes puissances qui commencent à jeter une ombre sur la stabilité du monde et sa sécurité en violation flagrante de la légitimité internationale et des valeurs sur lesquelles le système international a été construit. Il y a eu une sélectivité dans la détermination des priorités internationales et une manipulation des principes, ce qui est censé unir l'humanité, ce qui renforce la marginalisation de notre continent africain et la place au bas de l'échelle des intérêts internationaux. Nous avons, en Palestine blessée, les meilleures preuves que nous avons piétiné la légitimité internationale, qui est la meilleure preuve de l'ampleur du fossé entre les principes déclarés et l'application réelle. Cette dangereuse réalité menace non seulement le sort d'un pays particulier, mais a également des répercussions sur l'avenir de l'ensemble du système international. Notre continent africain a historiquement souffert de toutes sortes de persécutions, d'injustices et de marginalisation et n'acceptera pas d'être victime de cette nouvelle sélectivité. لن تقبل بأن تكون ضحية لهذه الانتقائية الجديدة. Dans ce contexte, le président algérien a affirmé l'engagement de l'Algérie à continuer de représenter l'Afrique au sein du Conseil de sécurité de l'ONU et à renforcer son influence sur le processus décisionnel au cours de la 2e année de son mandat en tant que membre non permanent de cette instance. لقد أثبتت التجربة أن الآلية التي كرستها هذه الندوة
L'expérience a prouvé que le mécanisme consacré à ce colloque favorise une coordination efficace entre le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine et les 3 membres africains du Conseil de sécurité de l'ONU et le meilleur moyen de garantir que les propositions africaines soient visibles dans les résolutions des Nations Unies liées à la paix et à la sécurité. De son côté, l'Algérie, en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, a consacré la première année de son mandat en coordination avec ses sœurs, le Mozambique et la Sierra Leone, pour représenter le continent, une meilleure représentation dans cet organe central, car elle n'a ménagé aucun effort pour renforcer l'influence de notre continent sur le processus de décision, notamment ceux qui le concernent directement, sur la base de ses positions communes et sur la base des principes, valeurs et idéaux consacrés par la charte fondatrice de l'Union africaine. التأسيسي للاتحاد الإفريقي. تتعهد الجزائر بمواصلة هذه الجهود. L'Algérie s'engage à poursuivre ses efforts en ce sens durant la 2e année de son mandat au sein même du Conseil, aux côtés de ses frères de la République de Sierra Leone et la Somalie. Le président Abdelmadjid Tebboune a également réitéré l'appel de l'Algérie à mettre fin à l'injustice historique à l'égard de l'Afrique en lui permettant d'avoir une représentation équitable au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. On l'écoute. وأنتم تباشرون أشغال هذه الطبعة 11. Alors que vous ouvrez les travaux de cette 11e édition du processus d'Oran, je ne peux m'empêcher d'apprécier hautement le choix des thèmes qui seront abordés lors de cette réunion. Un choix qui incarne le souci de notre organisation continentale de suivre le rythme des défis actuels et répondre aux priorités de notre continent dans le domaine de la paix et la sécurité, et reflète sa profonde conscience de l'ampleur de ces défis, dont le plus important, la menace terroriste. La question du financement des opérations de soutien de la paix et les perspectives futures qui s'ouvrent à l'Afrique pour mettre fin à l'injustice historique qu'elle subit, lui permettre d'obtenir une représentation équitable au Conseil de sécurité de l'ONU. Le président Abdelmadjid Tebboune a donc promis dans cette allocution que l'Algérie poursuivrait son rôle de pont pour rassembler et faire entendre la voix du continent africain sous la bannière de l'Union africaine. إنني أجدد أمامكم التزام بلادي الثابت. L'Algérie, en accueillant cette 11e édition, renouvelle son ferme engagement à soutenir tous les efforts qui contribuent à exprimer d'une seule voix nos intérêts sur le continent africain. S'engager à être un pont qui unit et ne divise pas, un soutien qui soutient et ne laisse pas tomber, et une voix qui s'élève et qui ne baisse pas, en défendant les préoccupations, les enjeux et les aspirations de nos pays réunis sous le dôme de notre organisation continentale. منظمتنا الإفريقية. وختاما أود أن أعرب لكم عن خالص تمنياتي بتمام النجاح لأشغال اجتماعكم هذا. En conclusion, je voudrais exprimer mes voix les plus sincères pour le succès des travaux de cette réunion et j'espère qu'elle sera comme point de départ de décision qui ouvre la voie vers un avenir meilleur pour notre continent dans lequel ses intérêts seront respectés et entendus et ses ambitions réalisées. تحترم فيه مصالحها وتسمع فيه كلمتها وتحقق فيه طموحاتها وتطلعاتها. Les directions Oran, où nous retrouvons notre envoyé spécial Tine Hinan Makassi. Bonsoir. Bonsoir Nariman. Alors Tine Hinan, le président Abdelmadjid Tebboune, à travers son allocution, a lancé officiellement les travaux de la 11e session du séminaire de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique. Vous qui êtes sur place, que pouvez-vous nous dire sur les principaux axes qui seront abordés lors de ce séminaire ? Alors effectivement, Nariman, le président Abdelmadjid Tebboune a ouvert cette 11e édition du séminaire consacré à la sécurité en Afrique, à la paix, à la sécurité en Afrique, par ce message, comme vous l'avez dit, inspirant, qui rappelle le rôle de l'Algérie
le rôle de l'avant-garde de l'Algérie pour le maintien de la paix et de la sécurité dans le continent africain. Comme vous pouvez le voir derrière moi, les travaux se poursuivent encore ici à Oran. Les consultations à huis clos ou bien les conclaves se poursuivent ici à Oran. Ce qu'on peut retenir de cette journée, d'abord, ça a été ces discours qui ont été faits durant la cérémonie d'ouverture dans lesquels les participants ont rappelé justement ce rôle ou le rôle pivot de l'Algérie dans le maintien de la paix et de la sécurité à l'Afrique. Ça a été notamment le cas du chef de la diplomatie djiboutienne qui est par ailleurs également le président du Conseil de la paix dans l'Union africaine qui a tenu à rappeler ce rôle primordial de l'Algérie ou ce rôle pivot dans le maintien de la paix et de la sécurité. Évidemment, vous devez vous en douter que la question autour de laquelle on discute ici à Oran, c'est la paix et la sécurité, c'est aussi les mécanismes de parvenir à éradiquer ce fléau ou ce phénomène en Afrique, mais aussi c'est avec un regard parfaitement conscient de la réalité ici en Afrique que les conférenciers ou les conclaves se sont poursuivis tout au long de la journée. On peut également retenir l'ensemble des consultations qu'a mené le chef de la diplomatie Ahmed Attaf avec l'ensemble de ses homologues ou des participants et des invités à ce séminaire qui est, je le rappelle, le 11e du genre. Très bien, merci beaucoup Tinine Makassi. Je rappelle que vous étiez en direct d'Oran et nous vous retrouverons dans nos prochaines éditions pour plus de détails. Et en marge de cet événement, le chef de la diplomatie algérienne Ahmed Attaf a eu des entretiens bilatéraux avec le commissaire de l'Union africaine chargé des affaires politiques, de la paix et de la sécurité, le diplomate nigérian Bankole Adoy. Les deux parties ont discuté des relations de coopération entre l'Algérie et l'Union africaine dans les domaines liés à la paix et à la sécurité. We discussed this Oran process that brings together. Nous avons discuté du processus d'Oran qui réunit les membres du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine et les membres africains du Conseil de sécurité des Nations unies, connu sous le nom du groupe des Trois. L'Algérie continue pour son rôle de leadership extrêmement constructif dans la recherche de solutions africaines aux problèmes africains, depuis la région du Sahel jusqu'à d'autres parties de notre continent, y compris la Libye, tout en renforçant les principes de bonne gouvernance pour promouvoir la paix. Effective governance for peace dividends. We are very proud that the Oran process has come to stay, even though we have challenges. Nous sommes très fiers que le processus d'Oran soit désormais bien établi, malgré les défis que nous devons surmonter ensemble sur notre continent. Les menaces sont omniprésentes, elles augmentent, se renouvellent et apparaissent sous de nouvelles formes, mais avec la solidarité africaine, nous pouvons réaliser de grandes choses en tant que continent. Ainsi, une fois de plus, nous profitons de cette occasion pour remercier le ministre Ahmed Attaf pour son leadership sous la direction de son Excellence le Président Abdelmadjid Tebboune, qui est également un champion de l'Union africaine dans la lutte contre le terrorisme. Nous devons vaincre le terrorisme. L'Algérie est un modèle. Elle y est parvenue par le passé, nous pouvons désormais apprendre de son expérience. C'est cela l'essence même de l'Union africaine, transformer notre continent en Afrique sûre, pacifique et plus démocratique. Mais nous ne pouvons y parvenir que dans un esprit de solidarité fort et effective entre nos différentes régions afin d'atteindre la paix qui apportera des bénéfices à nos peuples. Across our regions so that we can have peace that will bring dividends for the people of our continent. I also use the opportunity to congratulate the government and people of Algeria. Je profite également de l'occasion pour féliciter le gouvernement et le peuple algérien pour les récentes élections réussies. Lorsque nous allions la paix à une bonne gouvernance, nous serons en mesure de réaliser des progrès pour un développement stable et durable. A stable, sustainable development. Ahmed Attaf s'est également entretenu avec son homologue djiboutien Mahmoud Ali Youssef, avec lequel il a passé en revue les relations fraternelles et les relations de coopération entre les deux pays, ainsi que les moyens de les faire progresser à des niveaux plus élevés.
تعرضنا العديد من القضايا التي سوف تكون محل نقاش. J'ai eu une rencontre avec le ministre algérien des Affaires étrangères et nous avons examiné plusieurs questions qui seront abordées ce matin. Comme vous le savez, l'Union africaine fait face à de nombreux défis, notamment des questions liées à la paix et à la sécurité, la manière de coordonner les membres africains au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies et du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Cette coordination est d'une importance capitale, car les questions discutées au sein du Conseil de sécurité sont des questions africaines. Et étant donné que l'Union africaine dispose de 3 membres supplémentaires, cette coordination annuelle nous donne un puissant élan pour parvenir à un consensus sur les positions africaines afin de pouvoir défendre nos causes avec compétence et servir les peuples africains dans le but de préserver leur intérêt supérieur. Les relations entre la République algérienne et Djibouti sont distinguées depuis l'indépendance. Nous avons saisi cette occasion pour réaffirmer certaines bases et aller de l'avant dans ces relations bilatérales. Nous constatons qu'il existe de nouvelles perspectives et de nouvelles opportunités pour les renforcer et les consolider dans un avenir proche. En ce qui concerne les sujets inscrits à l'ordre du jour d'Oran, vous en entendrez parler après la fin des réunions afin de ne pas anticiper les événements. Enfin, nous tenons à saluer le peuple algérien frère, à féliciter le gouvernement et son Excellence le Président de la République pour sa réélection et nous espérons sincèrement que le peuple algérien connaîtra, avec la volonté de Dieu, un avenir prospère, plein de bien et de bénédictions. Et toujours dans le même contexte, le chef de la diplomatie algérienne Ahmed Attaf a également eu l'occasion de s'entretenir avec son homologue ougandais Jeje Odongo. Les deux parties ont eu une discussion approfondie concernant les relations bilatérales qui unissent l'Algérie et l'Ouganda et des moyens de les renforcer dans plusieurs domaines. Tout d'abord, c'est un grand plaisir pour moi de voyager de l'Est de l'Afrique vers le Nord de ce continent. Je suis très heureux d'être membre du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine et d'être ici aujourd'hui pour ce séminaire à Oran. Je viens tout juste d'avoir un échange avec mon collègue, le ministre Attaf, et je pense que nous aurons des interactions très fructueuses en tant que membres. Lors des échanges bilatéraux avec mon collègue, nous avons pu parvenir à une compréhension commune de ce que représente le séminaire d'Oran pour l'Afrique, non seulement en ce qui concerne la paix et la sécurité, mais aussi dans d'autres domaines. Je suis donc très heureux, très enthousiaste, et j'attends avec impatience les discussions aujourd'hui et de demain. Énergie, lancement officiel des travaux relatifs au projet de boosting phase 3, étape 2, prévue au niveau du champ gazier de Hassirmel dans la wilaya de Larwat. Cette étape prévoit l'installation de 20 turbocompresseurs répartis sur 3 stations ainsi que la modernisation du réseau de collecte, la construction de 3 unités de démercurisation et l'intégration des infrastructures existantes. Les détails de mise en service, les délais de mise en service sont fixés à octobre 2026, janvier 2027 et avril 2027 pour les stations centre, nord et sud respectivement. The phase 1 delivered around 188 million. إن هذه الكمية الحيوية من إنتاج المكمن لا تعد عامة أساسية. La quantité névralgique de production de ce gisement est considérée comme un pilier essentiel qui vise à répondre aux besoins du marché national. Ce gisement permettra de consolider les capacités de production, ce qui nous permettra de respecter nos engagements internationaux envers nos partenaires. Ce contrat prévoit la réalisation de 3 étages de compression au niveau des stations du centre, nord et sud, avec un total de 20 turbocompresseurs. Il comprend également la réadaptation du réseau de collecte du gaz existant, la réalisation de 3 unités de démercurisation du condensat et unifier les unités névralgiques à l'instar du réseau d'eau pour les combats des incendies, mais aussi le torchage et le nitrogène, ce qui assure la complémentarité entre les opérations et la continuité de la production.
بما يؤمن التكامل بين العمليات ويضمن استمرارية الأداء. Un projet qui revêt une importance capitale et qui permettra également de consolider la production algérienne en matière d'énergie. إن الأهمية الحيوية لهذا المشروع ليست خافية عليكم. L'importance vitale de ce projet est qu'il est une étape cruciale pour améliorer notre capacité nationale à produire de l'énergie et une partie de la vision stratégique adoptée par la Sonatrach. Le projet est un élément clé du plan de développement. Il vise à assurer les plus hauts standards de qualité et de sécurité dans nos différents métiers et projets pour que Sonatrach reste toujours un levier de l'économie nationale et contribuera au développement durable du pays et une entreprise leader parmi les entreprises spécialisées dans l'énergie à l'échelle internationale. Et dans la wilaya d'Ilizi, le président directeur général de Sonatrach, Rachid Hashishi, a affirmé que le groupe œuvrait actuellement au redémarrage dans les plus brefs délais du complexe gazier Al-Ghar qui a subi mercredi dernier un incendie au niveau du train de production N1 et ce en recourant à l'exploitation des 3 autres trains intacts du site. On l'écoute. On a enregistré un accident ou un incident de déclenchement de feu le 27 novembre à 1h la nuit. Suite à ça, le plan interne a été mobilisé et le poste de commandement de la région aussi a été mobilisé. Il y a eu nécessité de renfort. Donc le poste du pôle en menace, le PCT, le poste de commandement tactique d'en menace a été mobilisé pour l'entraide. Donc le système PAM à travers toutes les unités dépendant de ce poste. Donc il y a eu la mobilisation immédiate des moyens demandés, matériels et humains. Donc les unités qui ont répondu, N'Amena, Stigentouri, Nwanet, TFT et Zarzaitin. Donc l'objectif c'était de cerner le feu afin qu'il ne se propage pas sur les autres trains. Et alhamdoulilah, ça a été bien cerné et le feu a été maîtrisé et l'installation a été arrêtée. Le train a été isolé. Donc maintenant, la priorité, c'est de s'assurer que les communs entre les 4 trains ne sont pas touchés et qu'ils peuvent être remis en service pour reprendre la production sur les 3 trains sains le plus tôt possible. Les travaux de la 48e édition de la conférence de la coordination européenne de soutien et de solidarité avec le peuple sahraoui, le COCO, ont pris fin samedi soir à Lisbonne. Le communiqué final ayant sanctionné les travaux de la conférence a été lu par Pierre Galland, président de l'OCOCO, qui n'a justement pas manqué de saluer la position de principe de l'Algérie et son soutien constant à la lutte du peuple sahraoui. La 48e conférence de l'OCOCO a par ailleurs dénoncé la violation du droit international par la France, l'Espagne et les États-Unis qui soutiennent les plans illégaux du Maroc au Sahara occidental, appelant les Nations Unies à étendre le mandat de la MINURSO. Amalem Zenzitouni. Les participants aux travaux de la 48e édition de l'OCOCO tenue à l'Université de Lisbonne au Portugal ont dénoncé dans un communiqué final la violation par les présidents de la France, de l'Espagne et des États-Unis d'Amérique du droit international en soutenant la tentative du Maroc d'annexer les territoires du Sahara occidental en violation flagrante et inacceptable du droit international et du droit des peuples à l'autodétermination. Le document a qualifié, je cite, cette tentative d'abus de pouvoir et de violation inacceptable du droit international à l'encontre d'un peuple jouissant de la souveraineté sur ses territoires, conformément aux résolutions de l'ONU et de l'Union africaine.
La conférence a estimé que la défense des droits du peuple sahraoui signifiait la défense de la charte de l'ONU visant à bâtir l'Afrique de la coexistence pacifique entre les peuples. La conférence a également pris acte de la victoire remportée par le Front Polisario après le rejet par la CJUE au Luxembourg du recours introduit par la Commission et le Conseil de l'UE contre sa décision du 29 septembre 2024 et qui a clairement réaffirmé les droits fondamentaux du peuple sahraoui. Elle a également souligné que la décision de la Cour européenne, claire et historique, réaffirme les jugements et avis des plus hautes instances internationales qui ont condamné les actes de génocide et le colonialisme perpétrés respectivement par l'entité sioniste et le Maroc contre les peuples palestiniens et sahraouis. Les participants ont en outre souligné la nécessité de mettre fin à l'occupation, devenue une priorité absolue que l'ONU doit impérativement traiter sous peine de perdre toute crédibilité. La 48e conférence de Lokoko a été l'occasion de rappeler les nombreuses violations des droits de l'homme, appelant à libérer immédiatement tous les prisonniers politiques sahraouis, y compris le groupe Gdemizi, qui a permettre aux observateurs internationaux et aux organisations internationales d'enquêter dans les territoires occupés. Elle a également appelé à la nécessité d'étendre le mandat de la MINURSO aux droits de l'homme. Les travaux de cette 48e conférence de Lokoko ont permis d'établir un large programme de mobilisation internationale pour l'organisation immédiate du référendum d'autodétermination afin de permettre au peuple sahraoui d'accéder à son droit à l'indépendance conformément à l'ensemble des résolutions onusiennes. Le communiqué final n'a pas manqué de dénoncer le génocide commis par les forces de l'occupant sioniste contre le peuple palestinien, affirmant la solidarité des participants à la conférence avec la Palestine. La prochaine édition de la conférence de Lokoko se tiendra fin 2025 en France. Les participants à cette conférence ont également appelé à la création de réseaux syndicaux régionaux et internationaux de solidarité avec la cause juste du peuple sahraoui, réaffirmant leur soutien à l'Union générale des travailleurs dans leur mission de défense des droits des travailleurs sahraouis. Maria Chouya. Samedi soir à Lisbonne, capitale portugaise, lors de la clôture de la 48e édition de la conférence de la coordination européenne de soutien et de solidarité avec le peuple sahraoui, un communiqué final ayant sanctionné les travaux de la conférence a été lu par Pierre Galland, président de Lokoko, mettant l'accent sur la nécessité de l'élaboration d'une feuille de route commune de solidarité visant une plus grande sensibilisation sur la cause sahraoui dans les médias syndicaux et les rencontres syndicales internationales et le renforcement de la coordination entre les structures représentatives des travailleurs pour lutter contre le colonialisme et promouvoir la justice sociale, en prenant le Sahara occidental comme modèle de lutte et de résistance. Un plan qui, selon le même document, vise à défendre les principes d'équité, d'égalité et de justice pour les travailleurs sahraouis dans tous les espaces possibles. Les 302 participants venus de 21 pays du monde, y compris l'Algérie, ont tous réitéré à travers ce document leur engagement à œuvrer sans relâche pour soutenir la lutte du peuple sahraoui et à construire un avenir fondé sur la paix, la justice, les droits de l'homme et la primauté du droit, tout en réaffirmant leur soutien à l'Union générale des travailleurs dans leur mission de défense des droits des travailleurs sahraouis. Le document conclut par un appel lancé à tous les syndicats à travers le monde pour renforcer leur engagement ferme en faveur de la lutte du peuple sahraoui pour son droit légitime à la liberté, à l'autodétermination et à l'indépendance conformément aux principes établis par le droit international. Dans l'attente du prochain rendez-vous de Lokoko programmé fin 2025 en France, la 48e édition semble bien être le cap vers la justice.
Et en parlant de peuples opprimés, la 48e conférence de Le Coco a vu la participation d'une délégation du Parti national rifin qui a affirmé que le peuple rifin s'inspire de la lutte et de la détermination du peuple du Sahara occidental pour défendre ses droits et ses ressources naturelles, d'autant plus que la question du Rif a été longuement absente des forats internationaux. Des milliers de retraités de l'armée marocaine ont organisé une manifestation samedi à l'appel du réseau marocain des associations de retraités devant le siège du Parlement à Rabat, la capitale, pour dénoncer justement la détérioration de leurs conditions de vie. Les manifestants venus de différentes villes du Maroc ont scandé des slogans de colère, dénonçant ce qu'ils considèrent comme une politique de marginalisation et d'exclusion en raison de l'absence d'augmentation des pensions et de la dégradation des soins de santé dans le royaume. Et en Libye, la pénurie de liquidités a poussé de nombreux habitants à se tourner de plus en plus vers les cartes bancaires, un phénomène qui a de plus en plus la cote dans le pays. Sophia Kilal. Pour éviter les longues files d'attente et les formulaires à remplir au guichet de banque pour les retraits d'argent en espèces, de plus en plus de citoyens libyens se tournent désormais vers l'utilisation des cartes bancaires, un moyen utile et pratique qui facilite le quotidien et permet d'éviter des heures d'attente et les désagréments bureaucratiques. Cette carte nous facilite beaucoup de choses et je peux l'utiliser dans n'importe quel centre commercial. Elle est particulièrement avantageuse pour le citoyen libyen qui souffre de longues files d'attente dans les banques. Actuellement, nous avons encore des difficultés à obtenir cette carte bancaire en raison de ces files d'attente. Mais une fois en main, elle simplifie beaucoup de démarches. De plus, cette carte est reconnue mondialement et nous pouvons même l'utiliser dans d'autres pays, comme les autres nations du monde. En plus du retrait rapide d'espèces, les cartes bancaires permettent également d'effectuer des paiements électroniques. Une pratique pas encore très ancrée dans la société libyenne, mais de plus en plus de citoyens, essentiellement les jeunes, y ont recours notamment pour payer leurs courses. Cette carte facilite les transactions et vous évite de transporter de l'argent en espèces, qui peut se perdre, être volé ou oublié. Cette petite carte résout ce problème. Il est vrai que les paiements électroniques sont encore relativement peu développés en Libye, mais la nouvelle génération souhaite changer cela et adopter ce mode de paiement. Ils sont en effet de plus en plus enclins à utiliser ce type de service pour effectuer leurs transactions au détriment des méthodes traditionnelles. En Libye, les retraits sont plafonnés à 1000 dinars par transaction. Une fois retiré, l'argent est rarement réinjecté dans le circuit bancaire, ce qui alimente des pénuries régulières de billets. D'où l'importance du recours au retrait et paiement par carte. Mais il faudra remédier au manque de distributeurs de billets et équiper les commerces et différents services de terminaux de paiement électroniques. L'utilisation de cette carte est devenue presque une nécessité en raison de la pénurie de liquidités. Nous n'avons d'autre choix que de nous y adapter. Mais il nous manque encore la culture de cette forme de paiement, ainsi que l'infrastructure nécessaire pour son utilisation. Aujourd'hui, il y a encore de nombreux endroits, comme certains centres commerciaux, stations-service, hôpitaux et librairies, où nous ne pouvons pas utiliser notre carte bancaire. Son utilisation reste donc encore limitée. La Libye est empêtrée dans une profonde crise politique qui a scindé le pays entre Est et Ouest qui se déchire, ce qui a eu des répercussions néfastes, notamment sur l'économie du pays et par ricochet sur le pouvoir d'achat des ménages. Pour redynamiser le secteur, la Banque centrale libyenne a injecté fin octobre 15 milliards de dinars, l'équivalent de 3 milliards d'euros, dans le système, tout en exhortant les banques à développer les modes de paiement électronique et à faciliter l'octroi des cartes bancaires aux clients. On reste en Afrique présidentielle en Côte d'Ivoire. L'ex-première dame ivoirienne Simone Gbagbo a annoncé samedi sa candidature à l'élection de 2025, martelant pouvoir et vouloir bâtir une nouvelle Côte d'Ivoire. Pour l'heure, 3 autres candidats sont déclarés.
C'est l'histoire d'un massacre colonial longtemps passé sous silence. Le Sénégal commémore ce dimanche le 80e anniversaire des massacres de Thiaroye, où des dizaines de Sénégalais avaient été assassinés par les forces coloniales françaises en 1944. À cette occasion, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye et plusieurs chefs d'État ont déposé des gerbes de fleurs au cimetière de Thiaroye. Avant de passer à l'étape suivante, donc à l'image, le président Bassirou fleurs devant ses pairs. On passe à l'actualité internationale. La présidente pro-européenne de la Géorgie, Salomé Zourabichvili, a affirmé dans un entretien à l'agence de presse française qu'elle refusera de rendre son mandat qui se termine cette année tant que de nouvelles élections législatives n'auront pas été organisées dans ce pays en pleine crise politique. C'est mon devoir de rester présidente. J'ai été élue pour ça, pour servir ce pays. J'ai également été élue pour préserver la Constitution qui, dans son article 78, dit clairement que nous devons suivre la voie de l'intégration européenne. Et c'est ce qu'il faut préserver. C'est pour ça que les gens descendent dans la rue. Rester présidente, c'est se conformer à la promesse faite l'année dernière, à savoir le statut de candidat et l'ouverture des négociations d'adhésion à l'Union européenne, que le parti au pouvoir, un parti illégitime, vient de décliner. Au nom de quoi? Au nom de qui? Personne ne le sait, car il ne représente pas la volonté du peuple géorgien. De son côté, Dimitri Medvedev, vice-président du Conseil de sécurité de Russie, a déclaré ce dimanche qu'une tentative de révolution avait lieu en Géorgie, où des manifestations ont éclaté pour dénoncer la suspension par le gouvernement des discussions sur une adhésion à l'Union européenne. On continue la tournée des élections en Europe avec les législatives en Roumanie. Le Premier ministre roumain Marcel Ciolacu du Parti socialiste démocrate a voté à Buzău, au nord-est de Bucarest, lors d'élections cruciales, avec à la clé une possible victoire de l'extrême droite. J'ai voté pour que la Roumanie continue à être membre de l'espace Schengen, de l'Union européenne et de l'OTAN. Je pense que les Roumains ont le choix aujourd'hui entre la stabilité et le chaos, entre le développement, surtout avec des fonds européens, et le manque de fonds pour les retraites et les salaires. Je pense qu'aujourd'hui est une journée importante pour tous les Roumains pour poursuivre notre chemin européen et dans l'OTAN. C'est la chose la plus importante que nous devons choisir aujourd'hui. La chef du parti d'opposition roumain et candidate pour les élections présidentielles, Elena Lasconi, a elle aussi voté ce dimanche pour les élections législatives. Je vous propose d'ailleurs de l'écouter à la sortie des bureaux de vote. J'ai voté pour la démocratie. J'ai voté en pensant que nous continuerons sur la voie européenne et euro-atlantique et que je pourrais revoir ma fille, que je pourrais revoir mon frère, que je pourrais revoir plus de la moitié de ma famille. J'ai voté avec la certitude que nous ne nous laisserons pas mettre à genoux, que nous resterons libres, que nous penserons libres. J'ai voté pour la Roumanie que j'aime et que nous aimons tous, j'en suis sûre. Le président roumain Klaus Iohannis a à son tour accompli son devoir électoral. Il s'est justement exprimé après avoir accompli son devoir électoral.
Il est très important de savoir comment se positionner quand on vient de voter. La Roumanie, les Roumains ont choisi la voie euro-atlantique, ils l'ont bien choisie. Et nous sommes bien intégrés dans l'Union européenne, nous sommes bien positionnés et très respectés dans l'OTAN, et pour le rester, nous devons voter de cette façon. En conclusion, j'ai voté pour une Roumanie européenne. L'Alliance social-démocrate islandaise est en tête selon les premiers résultats des élections législatives, provoquant des acclamations de la part des partisans et de la leader du parti qui regardait les résultats depuis une veillée électorale samedi soir. Je suis extrêmement fière de tout le travail que nous avons accompli. Nous voyons bien que les gens veulent voir des changements dans le paysage politique ici. Donc les premiers chiffres sont très positifs. Des développements très positifs en effet. Nous avons les pieds solidement ancrés dans le sol. Il ne nous reste plus qu'à voir comment la nuit va se dérouler. Je pense que nous devrions chercher à savoir comment cette coalition, quelle que soit la manière dont elle fonctionnera, sera capable de fonctionner pendant 4 ans. Nous allons donc vivre des moments passionnants une fois que nous aurons compris les chiffres. On a besoin de 32 sièges pour obtenir une majorité. Je suis très impatiente de voir comment cela va se manifester lundi ou même mardi. À la direction Valence en Espagne, où plusieurs milliers de personnes ont manifesté, exprimant fatigue et indignation face à la gestion par les autorités des inondations meurtrières de fin octobre, appelant à la démission de Carlos Mazón, président conservateur de la région. Si se hubiese avisado, no hubiesen habido tantos muertos, porque la inundación... Si l'alerte avait été donnée, il n'y aurait pas eu autant de morts. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? L'incompétence. C'est pour cela que nous sommes ici, parce qu'il y a beaucoup de gens incompétents qui sont payés. Nous devons prendre nos responsabilités, car si j'échoue dans mon travail, j'en subis les conséquences. Eh bien, je pense qu'un homme politique doit aussi subir les conséquences. Pues creo que un político tiene que tener consecuencias. Les hommes politiques et le président de notre région doivent prendre leurs responsabilités. Ils doivent démissionner maintenant. Le président de notre région a manqué à ses devoirs et c'est impardonnable. Il est évident qu'un homme politique n'aurait pu empêcher les inondations, mais si cet homme et son cabinet avaient été là où ils devaient être et avaient fait leur travail, nous n'aurions certainement pas eu autant de morts. D'une part, les gens sont fatigués, mais d'autre part, l'indignation continue. Je ne sais pas ce qui sera le plus fort, l'indignation ou la fatigue. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. L'actu continue sur Al 24 News à vendredi.